bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire particulièrement sombre, je dois dire. Oui, une histoire vraiment glaçante. Imaginez un peu des gâteaux faits avec du sang humain, du savon créé à partir de restes humains. C'est ça. L'œuvre de Leonarda Cianciulli, qu'on a surnommée la savonnière de Correggio. On se base sur des récits tirés de faits réels. Ça nous emmène en Italie, début du XXe siècle. Oui, une période marquée par beaucoup de superstitions, des difficultés économiques aussi, et puis l'ombre de la guerre qui arrive. Et notre but aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre comment une femme qui semblait respectable en surface, A pu commettre de tels actes. C'est ça. On va explorer les liens entre son passé, ses traumatismes, ses croyances extrêmes. et cet amour maternel complètement dévoyé en fait. Exactement. On ne cherche pas à justifier, bien sûr, mais à décrypter un peu cette mécanique infernale. Alors, commençons par le début. Son enfance. Pas simple du tout. Non, vraiment pas. Certaines sources disent qu'elle serait née d'un viol. Et sa relation avec sa mère, Emilia, très conflictuelle. Au point que sa mère l'aurait maudite le jour de son mariage. Oui, elle désapprouvait son mari, Raphaël Pansardi. Et cette malédiction, ça va la poursuivre toute sa vie. Leonarda en est persuadée. Et il y a les drames personnels qui s'ajoutent. C'est terrible ce qu'elle a vécu. Ah oui, 17 grossesses. Et sur ces 17, 13 qui n'aboutissent pas. Fausses couches ou les bébés meurent très jeunes, 10 enfants perdus. 10 enfants. On imagine le traumatisme. Ça a dû renforcer sa conviction. D'être maudite, absolument. Et puis, les voyantes qu'elle consultait n'arrangeaient rien. Ah bon? Qu'est-ce qu'elle lui disait? Des prophéties assez sombres. Véler la prison, l'asile, et qu'elle survivrait à tous ces enfants. Imaginez l'angoisse. Oui, ça créait un terreau fertile pour l'anxiété, l'obsession. Tout à fait, elle devint obsédée par ces forces occultes qui, selon elle, contrôlent sa vie. Et toute cette peur, elle va la concentrer sur qui? Sur Giuseppe. Son fils aîné survivant. C'est ça. Il devient l'enjeu principal. Elle doit le protéger à tout prix de cette fatalité, de cette malédiction. Et puis il y a ce tremblement de terre en 1930. Il déménage. Oui. Il quitte Lacedonia pour Correggio. Et là, étonnamment, elle réussit plutôt bien. Ah oui, comment ça? Elle ouvre une petite boutique, elle se fait une réputation de conseillère un peu voyante. Elle écrit même des poèmes. Elle devient une figure locale, quoi, respectée. Une façade de respectabilité donc. Une façade parfaite. Mais derrière, évidemment, ses obsessions occultes ne font que grandir. Elle étudie la magie populaire italienne, la stregheria. Elle cherche des moyens de protection, des rituels. Exactement. Elle cherche désespérément à contrer cette malédiction qui la hante. Et c'est là que tout va basculer. L'élément déclencheur. C'est quand elle apprend que Giuseppe, son fils chéri, va être mobilisé pour la Seconde Guerre mondiale. La panique totale, j'imagine. Absolue. Pour elle, c'est sûr, la malédiction va le frapper. La prophétie va se réaliser. Et c'est là qu'elle développe cette idée effroyable. Oui, sa logique devient complètement tordue. Pour sauver Giuseppe, elle se persuade qu'il faut un sacrifice humain. Une vie pour une vie. C'est ça. Une sorte de loi de l'échange équivalent, mais version macabre. Elle doit payer pour protéger son fils. Sa méthode, elle est glaçante de calcul. Oui, elle cible 3 femmes de son entourage. Foschina Setti, Francesca Soavi, Virginia Cassiopo. Souvent des femmes seules, un peu vulnérables. Elle les attire chez elle avec des promesses. C'est ça, un faux mariage arrangé, un emploi ailleurs. Une fois chez elle, elle leur donne du vin drogué. Et puis, elle les tue à l'âge. C'est brutal. Et après, le traitement des corps? C'est là qu'on atteint le sommet de l'horreur. Elle recueille le sang pour faire des gâteaux, des tea cakes comme elle les appelait. Des gâteaux Oui, avec le sang des victimes? oui. Et les restes des corps, elle les dissout dans de la soude caustique pour faire du savon. Du savon. C'est de là que vient son surnom, la savonnière. C'est presque une parodie horrible de tâches ménagères. Exactement, c'est une perversion totale. Et avec la 3e victime, Virginia Cassiopo, une chanteuse d'opéra qu'elle connaissait, elle a l'impression d'avoir réussi son rituel. Réussi? Comment ça? Elle dira plus tard que le savon fait avec elle était particulièrement
crémeux, les gâteaux doux. Dans son esprit dérangé, sacrifier une vie précieuse rendait le rituel plus puissant. Et le pire, c'est ce qu'elle fait ensuite avec ce savon et ses gâteaux. Oui, elle lave Giuseppe avec ce savon, elle lui fait manger ses gâteaux. Mon Dieu. Elle le persuadait à ce moment-là de l'avoir protégé, immunisé de l'intérieur comme de l'extérieur. C'était inconcevable. Comment est-ce que tout ça a été découvert finalement? C'est la disparition de Virginia Cassiopo qui met la puce à l'oreille de sa belle-sœur. Elle s'inquiète de ne plus avoir de nouvelles, trouve bizarre des lettres postées d'ailleurs. Elle alerte à la police. Oui. Et l'enquête remonte assez vite à Leonarda. Surtout que Giuseppe avait été vu en train de poster certaines de ses lettres. Ah, donc il est suspecté au début. Oui, initialement. Et c'est pour le protéger, pour le disculper, que Leonarda avoue tout. Elle avoue tout, Sans détour. absolument tout. Avec des détails horribles et sans montrer de remords. Pendant son procès, elle justifie ses actes par l'amour maternel, la lutte contre le destin. C'est incroyable. Elle a même proposé. Oui, elle a proposé de faire une démonstration de sa méthode pour dissoudre les corps, là, au tribunal. Hallucinant. Et sa condamnation? 30 ans de prison et 3 ans en asile psychiatrique. La prophétie, d'une certaine manière, s'est réalisée. Et en prison, elle continue d'être particulière. Oui, assez populaire parmi les autres détenus, apparemment. Elle tenait salon, cuisinait pour elle, et elle a écrit ses mémoires. Confession d'une âme aigrie. Un titre qui dit tout. Oui, elle y mélange des recettes de cuisine et les récits de ses meurtres. C'est assez perturbant. Elle meurt en 1970. Mais l'ironie finale, C'est qu'elle a fait tout ça pour son fils, Giuseppe, et elle le perd quand même. On ne sait pas exactement ce qu'il est devenu après la guerre, mais le lien est brisé. Ses sacrifices monstrueux ont été vains, même selon sa propre logique. c'est une histoire qui laisse vraiment perplexe sur la nature humaine. Complètement. Ça pose la question jusqu'où la détresse, la superstition, le traumatisme peuvent déformer l'esprit, transformer même l'amour maternel en cette horreur. Une question glaçante pour terminer. Oui, qui donne à réfléchir sur les abîmes qu'on peut trouver en chacun, peut-être.